Elle était assise au siège 9A, les cheveux noirs détachés, vêtue d'un sweat à capuche froissée, serrant un petit sac en tissu, comme n'importe quel passager ordinaire. Alors que l'avion tremblait violemment dans une poche de turbulence, Rachel demanda calmement à l'hôtesse de l'air, « La pression chutait-elle » L'hôtesse força un sourire. « Madame, veuillez rester assise. Laissez les professionnels s'en occuper. » Un passager voisin ricana. « Elle se prend probablement pour une pilote secrète ou quelque chose comme ça. » Mais alors, à travers un voile de grésillement, la voix du commandant de bord retentit soudainement dans l'interphone. « Night VP9. Si vous nous entendez toujours, le cockpit vous attend. » L'avion fit une nouvelle embardée, un profond gémissement résonnant dans la cabine, comme si tout allait se disloquer. Les gens haletaient, s'accrochant aux accoudoirs, leurs yeux parcourant les hublots où les nuages tourbillonnaient comme une tempête sur le point de les engloutir. Rachel ne scia pas. Elle resta juste assise, ses lunettes à monture fine captant la faible lumière de la cabine, ses mains posées fermement sur ce sac usé. Le gars à côté d'elle, un jeune homme en survêtement flashy, se pencha avec un sourire narquois. « Yo, tu penses vraiment savoir ce qui se passe? Assieds-toi, madame. Ce n'est pas un film. » Son ami de l'autre côté de l'allée, cheveux gominés et chaîne en or, rit assez fort pour que la moitié de l'avion l'entende. « Ouais, qu'est-ce qu'elle va faire? Nous emmener à Narnia ?» Une femme en tailleur, les ongles peints d'un rouge vif, se pencha de quelques rangées en arrière, sa voix tranchant le bruit de la cabine. « Excusez-moi, mademoiselle, mais ce n'est pas votre moment. Certains d'entre nous ont payé ces sièges pour se sentir en sécurité, pas pour vous regarder jouer les expertes. » Ces mots tombèrent comme une gifle, et quelques passagers hochèrent la tête, leur visage tendu d'accord. Les doigts de Rachel s'arrêtèrent un instant sur son sac, avant qu'elle n'ajuste ses lunettes d'un mouvement lent et délibéré. Elle ne répondit pas, ne regarda même pas la femme. Le silence était plus lourd que les secousses de l'avion, comme si elle retenait quelque chose de plus grand que l'instant. L'hôtesse de l'air, une femme aux boucles blondes serrées et une étiquette de nom indiquant « Cindy », passa en hâte, son sourire disparut, remplacé par une expression de vive inquiétude. Elle s'arrêta à la rangée de Rachel, sa voix perçante. « Madame, je dois vous demander de rester calme. Vous rendez les gens nerveux avec ce genre de propos. » Rachel leva les yeux, son visage impassible, mais son regard ferme. « Ce n'est pas moi qui secoue l'avion, » dit-elle d'une voix basse, comme si elle énonçait un fait, et non pour provoquer une dispute. Cindy cligna des yeux, prise au dépourvu, puis se détourna en marmonnant quelque chose à propos des passagers qui se croient experts. Une femme d'âge moyen en gilet rose vif, assise en face de Rachel, se pencha en avant, sa voix dégoulinante de fausse douceur. « Chérie, tu te mêles trop de tout. Laisse simplement l'équipage faire son travail. Personne n'a besoin d'une aspirante héroïne à la rangée 9. » Son mari, chauve et le visage rouge, acquiesça, ses yeux jetant un coup d'œil aux jeans délavés et aux baskets écaillées de Rachel. « Ouais, sans offense, mais tu n'as pas vraiment l'air de ta place à l'avant. » Toute la rangée fixait Rachel maintenant, certains chuchotant, d'autres ne cachant même pas leur rire. Rachel ne répondit pas. Elle ajusta simplement ses lunettes, ses doigts lents et délibérés, comme si elle comptait jusqu'à 10 dans sa tête. L'avion trembla de nouveau, plus fort cette fois, et un enfant quelques rangées plus loin commença à pleurer. Les lumières du plafond vacillèrent, et un faible bourdonnement de panique ondula dans la cabine. Un homme en polo, le visage rougi par l'irritation, se leva et pointa Rachel du doigt. « Et, vous, arrêtez de faire comme si vous saviez quelque chose. Vous faites paniquer mon enfant. » Sa femme tira sur sa manche, mais il la repoussa, sa voix montant. « Je ne vais pas rester assis ici pendant qu'une inconnue en sweat à capuche joue les pilotes. » Les mains de Rachel se serrèrent sur son sac juste un instant, avant qu'elle ne les relâche de nouveau. Elle tourna légèrement la tête, ses yeux rencontrant les siens un instant, fermes et inébranlables, avant de regarder à nouveau par le hublot où le ciel était un fouillis de gris et de noir. Le gars en survêtement ricana, se penchant plus près de Rachel, sa voix dégoulinante de moquerie. « Quoi, tu vas réparer la météo aussi? Détends-toi, la fille à capuche. » Son ami intervint, plus fort maintenant. « Je parie qu'elle fait partie de ces dingues de la conspiration. Elle pense probablement que l'avion est hanté ou je ne sais quoi. » Quelques passagers rirent, le son sec et méchant, coupant le bourdonnement des moteurs. Rachel tendit la main dans son sac,
en sortant un petit carnet aux coins écornés. Elle l'ouvrit, ses doigts traçant une page, ne lisant pas, juste touchant, comme si cela l'ancrait. La femme au gilet rose remarqua le mouvement et leva les yeux au ciel. Oh, génial! Elle a un journal intime. Peut-être qu'elle est en train d'écrire son grand discours de héros. Et, vite fait, avant que cette histoire n'aille plus loin, tu peux faire quelque chose pour moi. Prends ton téléphone, appuie sur le bouton j'aime, laisse un commentaire ci-dessous sur ce que tu ressens en ce moment, et abonne-toi à la chaîne. C'est très important pour continuer à partager des histoires comme celle-ci. Des histoires de gens qui sont mis à terre, mais qui continuent de se relever. Bon, revenons à Rachel. L'avion eut une autre violente secousse, et cette fois les masques à oxygène tombèrent dans les rangées arrière. Les gens crièrent, certains tâtonnant avec les masques, d'autres se contentant de regarder, figés. Un homme d'affaires en chemise blanche impeccable, sa cravate desserrée, se leva, sa voix tonitruante. C'est ridicule. Pourquoi est-elle toujours assise là comme si elle avait des réponses? Qu'on la sorte d'ici avant qu'elle n'aggrave les choses. Ces mots suscitèrent des murmures d'accord, et quelques passagers tournèrent la tête, fulminant contre Rachel. Elle ne bougea pas, resta juste assise, ses mains croisées sur son sac, son visage calme, mais sa mâchoire serrée, comme si elle retenait sa propre tempête. Puis la porte du cockpit s'ouvrit et le copilote en sortit. Il était grand, avec une coupe en brosse et une mâchoire tellement serrée qu'elle semblait pouvoir se fendre. Il scruta la cabine, ses yeux vifs, désespérés. Nous avons besoin de quelqu'un ayant une formation en navigation, dit-il, sa voix basse, mais portant par-dessus le bruit. Toute personne ayant une expérience militaire, même basique, veuillez vous identifier. La cabine devint silencieuse, à l'exception du bourdonnement des moteurs et des légers sanglots de l'enfant à l'arrière. Cindy hésita, puis désigna Rachel. Elle a mentionné une dépressurisation de la cabine plus tôt, à la rangée 9. Une femme au carré élégant et aux boucles d'oreilles en diamant se pencha hors de son siège, sa voix perçante et accusatrice. Vous lui faites confiance? Elle n'a même pas l'air de pouvoir se payer ce vol. Le rire qui suivit était plus froid, plus mordant, comme si la cabine s'était transformée en tribunal. Rachel se leva, son sac en bandoulière, et se dirigea vers le cockpit. Le copilote lui fit un signe de tête, mais la femme aux boucles d'oreilles n'avait pas fini. C'est une erreur, siffla-t-elle, assez fort pour que tout le monde l'entende. Vous nous mettez tous en danger pour une inconnue. Rachel s'arrêta juste un instant, sa main sur le dossier d'un siège, puis continua de marcher, ses pas réguliers, inébranlables. Les yeux du copilote se posèrent sur Rachel, qui était toujours debout, les mains croisées sur son sac. Il s'approcha, ses bottes lourdes sur la moquette. « Madame, avez-vous déjà étudié l'aviation » Rachel leva les yeux, son regard fixe, presque trop calme. « Les altimètres dérivent de 4 degrés, n'est-ce pas » demanda-t-elle, sa voix douce mais claire. La bouche du copilote s'ouvrit, puis se referma. Il hocha la tête une seule fois, comme s'il ne savait pas quoi penser d'elle. « Venez avec moi, dit-il, se tournant vers le cockpit. Rachel commença à descendre l'allée, ses baskets silencieuses, son sac rebondissant légèrement contre sa hanche. C'est alors que le cadre en costume se leva. Il avait une 50aine d'années, les cheveux lissés en arrière et une montre qui criait l'argent. « Attendez » aboya-t-il, s'avançant dans l'allée, bloquant le chemin de Rachel. « Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un comme elle entrer là-dedans. Regardez-la. Elle a l'air SDF. » Sa voix était forte, attirant tous les regards dans la cabine. L'avion trembla de nouveau, un grondement profond qui fit vibrer les coffres à bagages. Le cadre ne bougea pas. C'est une situation sérieuse. Vous avez besoin d'un professionnel, pas d'une inconnue en sweat à capuche. Quelques passagers hochèrent la tête, leur visage tendu par la peur et le jugement. Cindy s'avança, sa voix ferme, mais tremblante. « Monsieur, elle a été autorisée. Elle apporte un soutien technique. » Le visage du cadre se tordit, comme s'il avait mordu quelque chose de rance. « Soutien technique ? Elle ? Vous plaisantez. » Rachel s'arrêta, sa basket grinçant sur le sol. Elle le regarda, ses yeux calmes. Pas en colère, juste présente. « Vous venez de perdre 2 minutes à cause de préjugés, dit-elle,
sa voix si sereine qu'elle glaça l'air. C'est assez pour perdre une aile. Le cadre se figea, la bouche entr'ouverte, comme s'il avait été giflé. Rachel le dépassa, son sac effleurant son bras, et continua de marcher. Un adolescent, ses écouteurs pendants, se pencha hors de son siège, sa voix forte et moqueuse. « Yo, elle va nous faire cracher. Regardez-la. Elle n'a aucune idée. » Son ami ricana, l'un d'eux filmant avec son téléphone. La caméra pointait le dos de Rachel alors qu'elle se dirigeait vers le cockpit. Le garçon continua, sa voix montant. « Je parie qu'elle n'a même jamais été dans un avion avant celui-ci. » Le rire se propagea, une vague cruelle qui suivit Rachel le long de l'allée. Elle ne se retourna pas, ne broncha pas, garda juste son pas régulier, sa main effleurant le bord d'un siège en passant, comme si c'était la seule chose qui la rattachait à l'instant. La porte du cockpit se profila devant elle, et alors que Rachel l'atteignait, l'avion fit une nouvelle embardée, inclinant brusquement vers la gauche. Quelques passagers crièrent, et le copilote s'accrocha au mur pour se stabiliser. Rachel ne vacilla pas. Elle entra, et la porte se referma derrière elle. À l'intérieur, le commandant de bord était penché sur les commandes, le visage ruisselant de sueur. Il leva les yeux lorsque Rachel entra, et elle n'attendit pas d'invitation. « VIP9 demande l'autorisation de co-navigation, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Le commandant de bord se retourna, les yeux écarquillés comme s'il avait vu un fantôme. Mon Dieu, une seule personne a jamais utilisé ce code. Sa main trembla alors qu'il pointait le siège du copilote. Night VIP9. Nous vous pensions disparu après l'incident de l'Oregon. Rachel ne répondit pas, se glissa simplement dans le siège, son mouvement fluide, exercé. Il n'y a pas le temps, dit-elle. Votre système de contrôle de tangage donne de fausses lectures. Elle se pencha en avant, ses doigts effleurant l'écran radar et pointa du doigt. L'alerte d'altitude réelle est 800 pieds plus haute que celle affichée. Le commandant de bord la fixa, sa bouche travaillant comme s'il voulait argumenter mais ne le pouvait pas. Il hocha la tête, et les mains de Rachel se dirigèrent vers les commandes secondaires, recalibrant avec une vitesse qui ne correspondait pas à ses jeans délavés ou à ses baskets écaillées. Un crépitement vint de la radio, la voix d'une équipe de secours de la compagnie aérienne, nette et autoritaire. Aucun passager ne doit toucher aux commandes. C'est un ordre. Le commandant de bord hésita, sa main planant au-dessus du micro, mais avant qu'il ne puisse répondre, la voix d'un agent de sécurité coupa à travers les haut-parleurs de la cabine, rude et inflexible. Je n'autorise pas quelqu'un retiré des systèmes de défense à toucher quoi que ce soit. Rachel fit une pause, ses doigts toujours sur les commandes, et tourna légèrement la tête, juste assez pour croiser le regard du commandant de bord. Alors commencez à appeler les secours, dit-elle, sa voix ferme, pour récupérer les corps de tout le monde. Le visage du commandant de bord pâlit, mais le copilote s'avança, sa voix ferme. Je signe. Laissez-la prendre le contrôle. Rachel tira le siège du copilote, enfilant le casque avec une aisance habituée qui fit cesser le tremblement des mains du commandant de bord. Elle ne sourit pas, n'hésita pas, ajusta juste les commandes avec une précision qui semblait presque mécanique. Dehors, les nuages d'orage planaient, sombres et lourds, mais Rachel se concentrait sur les écrans, ses mains bougeant comme si elle avait fait cela 1000 fois. Le commandant de bord la regardait, le souffle court, et marmonna sous son souffle. Elle gère ça comme si c'était une zone de combat. Les yeux de Rachel le regardèrent un instant avant de revenir aux commandes, son silence plus éloquent que n'importe quelle réponse. De retour dans la cabine, l'ambiance était aigre. Le cadre était de retour à son siège, marmonnant à son voisin, un type de fond spéculatif à la cravate de soie. Si elle gâche ça, qui prend la faute? Il claqua assez fort pour que la moitié de l'avion l'entende. Le type de fond spéculatif acquiesça, sa voix mielleuse. Exactement. Personne ne sait même qui elle est. Et si c'était une hackeuse ou quelque chose comme ça? Une femme en blazer de créateur, les cheveux tirés en un chignon serré, intervint de l'autre côté de l'allée. J'ai entendu dire qu'elle avait été radiée des systèmes de défense, probablement passée en cour martiale ou pire. Une jeune mère, serrant son bambin, regarda vers la porte du cockpit, les yeux écarquillés de peur, mais aussi d'autre chose, d'espoir. Elle murmura à la femme à côté d'elle, et si elle était la seule à pouvoir nous sauver? La femme, plus âgée, avec une écharpe étroitement enroulée autour de son cou, secoua la tête.
ne sois pas naïve. Ce n'est qu'une passagère. Regarde ses vêtements. Le visage de la mère s'affaissa, mais elle garda les yeux fixés sur la porte du cockpit, ses bras se resserrant autour de son enfant. Le bambin tendit la main, laissant tomber un avion jouet sur le sol, et le sac de Rachel, toujours sur son siège, attira l'attention de la mère. Un petit écusson délavé avec les lettres NV brodées dessus. La voix de Rachel retentit dans l'interphone, calme et claire. Ici la passagère 9A. Préparez-vous à une descente contrôlée. Restez assis. La cabine devint silencieuse, toutes les têtes se tournant vers les haut-parleurs. La mâchoire de l'agent de sécurité se serra, mais il s'assit. La voix du copilote suivit, sèche et professionnelle. J'approuve ses actions. Elle prend le relais. Un murmure parcourut la cabine. Certains choqués, d'autres en colère. La femme au gilet rose murmura à son mari, il la laisse piloter l'avion? Elle? Dans le cockpit, les mains de Rachel étaient fermes sur les commandes, ses yeux passant des écrans au hublot où les montagnes du Kamtchatka se dressaient au loin, déchiquetées et impitoyables. Elle tendit la main vers un interrupteur, ses doigts effleurant un ancien système de navigation de terrain EcoWave, quelque chose que la plupart des pilotes n'avaient pas touché depuis des années. Elle l'activa, l'écran s'anima, montrant un aperçu granuleux du terrain en dessous. Le commandant de bord la regardait, ses mains planant au-dessus de ses propres commandes, comme s'il ne savait pas s'il devait lui faire confiance. « Vous utilisez l'EcoWave » demanda-t-il, sa voix tendue. Rachel ne le regarda pas. « C'est le seul système qui ne nous ment pas en ce moment, dit-elle. » Un léger bip retentit du panneau de commande, et les yeux de Rachel se plissèrent. Elle se pencha plus près, ses doigts ajustant un cadran, son mouvement si précis qu'il semblait presque chorégraphié. Les mains du commandant de bord tressaillirent comme s'il voulait intervenir, mais il resta silencieux, observant les chiffres d'altitude se stabiliser. Dehors, les nuages d'orage se séparèrent un instant, révélant une bande de ciel clair, et les lèvres de Rachel se pressèrent en une fine ligne, comme si elle voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Le copilote se pencha en avant, sa voix basse. « Vous avez déjà fait ça, n'est-ce pas ?» Les doigts de Rachel firent une pause d'une fraction de seconde avant qu'elle n'ajuste une autre commande. Son silence répondant plus fort que des mots. L'avion plongea, une descente douce et délibérée, et les secousses cessèrent. La jauge de pression de la cabine remonta à la normale, les voyants d'alerte s'éteignant un par un. Rachel ajusta l'altitude de nouveau, faisant passer l'avion à travers un étroit passage dans les nuages d'orage, les montagnes défilant en dessous comme des géants sombres et silencieux. Le copilote se pencha en avant, les yeux écarquillés. « Comment saviez-vous faire ça ?» Rachel ne répondit pas, garda juste ses mains sur les commandes, son visage indéchiffrable. Une légère cicatrice, à peine visible, courait le long de son poignet gauche, disparaissant sous sa manche. Une hôtesse de l'air, pas Cindy, mais une plus jeune avec une voix tremblante, entra dans le cockpit, ses mains serrant un presse-papier. « Madame, les passagers demandent qui vous êtes. Ils ont peur. » Rachel ne leva pas les yeux, ses yeux fixés sur les commandes. « Dites-leur d'attacher leur ceinture et de rester calme, dit-elle, sa voix égale, comme si elle commandait un café. » L'hôtesse hésita, puis hocha la tête, reculant. Alors que la porte se refermait, le commandant de bord marmonna, « Elle vient de réussir une manœuvre enseignée uniquement dans les manuels d'entraînement en zone de guerre. » Les mains de Rachel ne faiblirent pas, mais ses épaules se tendirent un instant, comme si un souvenir l'avait effleuré de trop près. De retour dans la cabine, une petite fille, peut-être 6 ans, avec des tresses et un ours en peluche, tira la manche de sa maman. « C'est une super-héroïne » demanda-t-elle, sa voix petite mais claire. Sa maman, une femme d'apparence fatiguée en veste en jean, hésita, puis sourit. « Peut-être, ma chérie. Elle fait quelque chose d'assez incroyable. » Le gars en survêtement l'entendit et ricana, mais son rire était plus faible maintenant, moins certain. L'exécutif était silencieux, les bras croisés, fixant le sol. La femme en blazer continuait de vérifier son téléphone comme si elle attendait un signal pour savoir quoi penser. Un homme plus âgé, les mains noueuses et la veste rapiécée au coude, se leva lentement, ignorant les regards noirs des passagers autour de lui. Il se traîna vers le siège vide de Rachel, où son sac était toujours posé, et ramassa le petit carnet qu'elle avait laissé derrière elle. Il l'ouvrit, ses yeux parcourant les pages, puis le referma doucement,
comme si c'était quelque chose de sacré. Ce n'est pas n'importe qui, dit-il, sa voix rauque, mais claire, brandissant le carnet. Ce sont des journaux de bord, d'anciens, militaires. La cabine se tut, l'air lourd alors que les têtes se tournaient pour fixer le petit livre usé dans ses mains. L'avion se stabilisa, le ronronnement du moteur constant maintenant, presque réconfortant. La voix de Rachel revint sur l'interphone. Nous sommes stables, préparation à l'atterrissage dans 20 minutes. La cabine éclata en acclamations, certains applaudissant, d'autres pleurant, serrant dans leurs bras les personnes à côté d'eux. La voix du commandant de bord suivit, plus calme, presque révérencieuse. Ici votre commandant. Nous devons nos vies à la passagère de la rangée 9. La petite fille à l'ours applaudit, son visage s'illuminant. L'agent de sécurité détourna le regard, sa mâchoire serrée. Le cadre ne bougea pas, se contentant de regarder par le hublot, le visage pâle. Alors que l'avion descendait, un jeune homme en sweat à capuche, son ordinateur portable ouvert, commença à taper furieusement, les yeux écarquillés. Il se pencha vers la personne à côté de lui, une étudiante avec un sac à dos. « J'ai trouvé quelque chose », chuchota Teil, montrant son écran. Night Viper 9. Il y a un poste de forum d'il y a des années. Un pilote de l'Air Force qui a sauvé une mission en Oregon. C'est elle. Les yeux de l'étudiante s'écarquillèrent et elle jeta un coup d'œil vers la porte du cockpit, sa voix à peine audible. Elle est réelle. Le jeune homme hocha la tête, ses doigts volant toujours sur les touches comme s'il courait pour en découvrir plus avant que l'avion n'atterrisse. Lorsque l'avion atterrit à Tokyo, l'atterrissage fut doux, comme si tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve. Les passagers sortirent en masse, certains encore tremblants, d'autres riant de soulagement. Rachel fut l'une des dernières à partir, son sac en bandoulière, ses baskets silencieuses sur le tarmac. Elle ne s'arrêta pas pour parler, ne chercha pas de remerciements. Elle se dirigea simplement vers le terminal, ses cheveux balançant légèrement, captant les lumières de l'aéroport. Le gars en survêtement la regarda partir, son sourire narquois disparut. Qui diable était-ce ? Marmonna-t-il à son ami, qui se contenta de secouer la tête. Lors de la conférence de presse plus tard dans la journée, le porte-parole de la compagnie aérienne se tenait à un pupitre, les caméras flashant. « Nous sommes reconnaissants pour l'atterrissage en toute sécurité, dit-il, sa cravate parfaitement nouée. Notre équipage a géré une situation sans précédent avec professionnalisme. » Une journaliste coupa court, sa voix perçante. Les passagers disent qu'une femme de la rangée 9 a sauvé l'avion. Qui était-elle ? Le porte-parole hésita un instant, puis sourit. Juste une passagère chanceuse qui a agi. Nous n'avons pas son nom. La pièce bourdonna, certains acquiescents, d'autres sceptiques. Rachel n'était pas là. Elle était déjà à mi-chemin de l'aéroport, son sac rebondissant contre sa hanche. Une jeune femme, peut-être une étudiante, courut après elle, son téléphone toujours à la main. Et, attendez. Pouvez-vous vous avancer un instant pour que les gens connaissent votre visage ? Rachel s'arrêta, lui tournant le dos un instant, puis se retourna. Ses yeux étaient calmes, mais il y avait quelque chose en eux, quelque chose de lourd. Ils n'ont pas besoin de mon visage, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Ils sont vivants. C'est suffisant. Elle se retourna et continua de marcher, disparaissant dans la foule. L'étudiante resta là, son téléphone toujours levé, comme si elle n'était pas sûre de ce qu'elle venait de voir. Dans le salon de l'aéroport, un groupe de passagers du vol se réunit, leur voix basse mais animée. La femme aux boucles d'oreilles en diamant était là, les bras croisés, le visage tendu. « Je n'y crois toujours pas, dit-elle, sa voix assez forte pour attirer l'attention. N'importe qui aurait pu avoir de la chance. Ce n'est pas une héroïne. » Le vieil homme à la veste rapiécée, tenant toujours le carnet de Rachel, le posa sur la table. « Ce n'est pas de la chance, dit-il, sa voix ferme. Ce sont des coordonnées, des trajectoires de vol, manuscrites. Elle a déjà traversé l'enfer. » Le groupe se tut, les boucles d'oreilles de la femme scintillant alors qu'elle détournait le regard, sa confiance s'effritant. Une semaine plus tard, l'histoire s'était répandue. Des extraits de téléphones de passagers inondaient Internet. Des clichés flous de Rachel dans le cockpit, les mains sur les commandes, son visage calme alors que l'avion se stabilisait. Les commentaires étaient un mélange d'admiration et d'incrédulité. Qui est cette femme ?
Elle doit être une légende. Pourquoi se cache-t-elle? La compagnie aérienne resta silencieuse, s'en tenant à sa ligne du « passager chanceux ». Le cadre du vol fut filmé en train d'esquiver les questions à son bureau, le visage rouge. « Je ne savais pas », répétait-il, comme si cela expliquait quoi que ce soit. Puis vint la cérémonie de remise des médailles. C'était un petit événement, destiné aux civils qui avaient fait quelque chose d'extraordinaire. Le président des États-Unis monta au pupitre, le visage grave mais chaleureux. « Nous sommes ici pour honorer ceux qui agissent quand personne d'autre ne le fait, » dit-il. Puis il marqua une pause, regardant droit la caméra. « Night VIP9, si vous regardez, ce pays vous doit toujours sa gratitude. » La pièce devint silencieuse, toutes les têtes se tournant comme si elles s'attendaient à la voir entrer. Elle ne vint pas. Les présentateurs de nouvelles repassèrent le clip pendant des jours, fouillant d'anciens dossiers de l'Air Force, ne trouvant que des murmures d'un pilote qui avait disparu après une mission classifiée. Un passager du vol, un homme discret d'une trentaine d'années qui avait à peine parlé pendant l'épreuve, posta une vidéo en ligne. Elle était tremblante, filmée depuis son siège, montrant la silhouette de Rachel alors qu'elle marchait vers le cockpit, son sac en bandoulière. « C'est elle », narra-t-il, sa voix tremblante. Elle ne se souciait pas de ce que nous pensions. Elle nous a juste sauvés. La vidéo devint virale, accumulant des millions de vues. Les commentaires se remplirent de personnes partageant leurs propres histoires d'avoir été jugées, rejetées, ignorées. Le visage de Rachel n'était jamais clair, mais sa présence persistait comme une ombre qui refusait de s'estomper. De retour en Oregon, Rachel se trouvait dans un petit garage, ses mains couvertes d'huile moteur, un carburateur étalé sur l'établi devant elle. La radio était allumée, réglée sur une station de rock classique, mais elle fut coupée par un bulletin d'information. La voix du président emplissait la pièce. Elle ne leva pas les yeux, continua juste à serrer un boulon, son mouvement régulier, précis. À son poignet, sous une tache de graisse, se trouvait un petit tatouage, NV9. Il capta la lumière un instant, puis disparut alors qu'elle s'essuyait les mains sur un chiffon. Le propriétaire du garage, un homme plus âgé à la barbe grise et boitant, passa la tête. « Tu as entendu ça, Rachel ? Il parle encore d'une pilote héroïne. » Elle hocha la tête une seule fois, son visage indéchiffrable. « Ouais, dit-elle en prenant une clé à molette. Ça a l'air d'être une sacrée histoire. » Il gloussa, secouant la tête, et retourna à l'avant. Rachel continua de travailler, la radio ronronnant en arrière-plan. Le monde extérieur avançant sans elle. Les passagers de ce vol ne l'oublièrent jamais. La petite fille à l'ours dessina une femme en sweat à capuche pilotant un avion, sa mère l'encadrant dans leur salon. L'exécutif perdit son emploi un mois plus tard. Un licenciement discret après que ses commentaires soient devenus viraux. La femme au gilet rose cessa de se vanter de son statut d'élite sur les réseaux sociaux. Son dernier post fut inondé de commentaires la critiquant. L'agent de sécurité fut réaffecté à des tâches administratives, son nom lié à l'incident d'une manière qui lui pesa. Aucun d'eux ne connaissait le nom de Rachel, mais il la sentait chaque fois qu'il montait à bord d'un avion, chaque fois qu'il regardait le ciel. Dans un petit restaurant près de l'aéroport, une semaine après le vol, la jeune mère de l'avion était assise avec son bambin, l'avion jouait toujours serré dans ses petites mains. Elle entendit une conversation à la table voisine. Un groupe de pilotes parlait de la femme mystérieuse qui avait sauvé le vol 472. « Personne ne pilote comme ça sans entraînement », dit l'un d'eux, sa voix basse de respect. La mère sourit, les yeux embués, et murmura à son fils, « C'est elle, bébé. C'est la dame qui nous a ramenés à la maison. » Le bambin gloussa, agitant l'avion jouet, inconscient du poids du moment. Elle n'avait pas besoin de leurs remerciements. Elle n'avait pas besoin de leurs excuses. Rachel continuait juste d'avancer, ses baskets silencieuses sur le sol, son sac en bandoulière. Elle avait fait ce qu'elle devait faire, comme elle le faisait toujours. Et quelque part au fond de son esprit résonnait le bruit d'un moteur d'avion, stable maintenant, ramenant 216 personnes chez elle. C'était suffisant. Ça devait l'être. D'où regardes-tu ? Laisse un commentaire ci-dessous et abonne-toi pour marcher avec moi à travers le chagrin, la trahison, et finalement, la guérison.